Je m'appelle Nathalie Carter. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, on m'a présentée simplement comme la femme de Daniel. Pas Nathalie. Pas la femme sortie majeure de sa promotion à l'université de Caroline du Nord Kenan Flagley. Pas celle qui avait un jour refusé des offres de 3 grandes banques parce que la start-up de son mari exigeait toute son attention. Juste la femme de Daniel. Et pendant des années, cette étiquette me suffisait. Jusqu'à cette nuit où tout a basculé. La grande salle de bal Valentine scintillait ce soir-là, des lustres en cristal projetant leur lumière sur les tables nappées de lin, les serveurs se déplaçant comme des ombres silencieuses, et le murmure discret des conversations importantes emplissait l'air. Je portais la robe noire que mon mari avait choisie des semaines auparavant. Parfaite, toujours parfaite. J'étais assise à une table d'appoint, assez près pour paraître impliquée, assez loin pour rester invisible. C'était ma place depuis une éternité. Puis Jack Langford décida de faire de moi un exemple. Il s'approcha avec l'assurance désinvolte d'un homme à qui l'on n'avait jamais dit non. Son verre de scotch scintillait lorsqu'il se pencha vers ma table sans y être invité. « Dites-moi, Nathalie », lança-t-il assez fort pour que les tables voisines l'entendent. « Qu'est-ce que ça fait d'être mariée à un homme qui construit des choses pendant que vous... Quoi? Vous composez des bouquets, vous organisez des déjeuners de charité ?» Des rires fusèrent. D'abord discret, puis plus franc. Je sentis la chaleur me monter aux joues, cette oppression familière dans ma poitrine. Je souris, ce petit sourire forcé que j'avais perfectionné pendant des décennies. Il n'avait pas fini. Il se redressa, éleva la voix comme s'il s'adressait à une salle de réunion. « Mesdames et messieurs, je vous rends service. Parlons de la femme de cadre moderne. » Il me désigna du doigt avec son verre. Nathalie, ici présente, a fait l'une des meilleures écoles de commerce du Sud, elle est sans doute intelligente, et pourtant elle a choisi de, comment dire, prendre du recul, se mettre en retrait, se désengager. De nouveaux rires. Les têtes se tournèrent. On décrocha discrètement son téléphone. Jacques se pencha plus près, sa voix devenant presque intime, mais encore assez forte pour être entendue. Alors dis-nous, Nathalie, qu'est-ce que ça fait d'être celle qui reste à la maison pendant que ton mari gagne vraiment sa vie? Qu'est-ce que ça fait de n'être personne? Le mot résonna comme une gifle. L'assemblée retint son souffle. Je parcourus du regard la foule jusqu'à apercevoir mon mari. Daniel se tenait près du bar. Une flûte de champagne à la main, les épaules détendues. Quand nos regards se croisèrent, il n'avait pas l'air inquiet. Il avait l'air amusé. Il leva légèrement son verre, une inclinaison à peine perceptible, et le coin de ses lèvres s'étira en un sourire qui disait « C'était drôle ». C'était inoffensif. C'était comme ça. Les rires reprirent, sincères cette fois, cruels dans leur anonymat. Je sentis quelque chose changer en moi. Silencieux, définitif, comme le dernier fil d'une corde qui se rompt. Pendant des années, je m'étais persuadée que les sacrifices étaient réciproques. Je me répétais que l'amour ressemblait à ça, un soutien discret, une disparition gracieuse, le laissant briller pendant que je gérais le reste. Je me disais que l'invisibilité était un choix. Mais en voyant mon mari rire tandis qu'un autre homme me traitait de moins que rien devant 300 personnes, j'ai compris quelque chose que j'avais longtemps évité. Je n'avais jamais été invisible par choix. J'avais été effacée. Et l'effacement, une fois constaté, est irréversible. J'ai posé mon verre de vin avec une précaution calculée. Le doux cliquetis du cristal contre le lin a percé le brouhaha comme un signal. Je me suis levée lentement. Les rires se sont tus. J'ai lissé ma robe, redressé mes épaules et regardé Jacques droit dans les yeux. « Tu as raison », ai-je dit d'une voix calme et assurée, qui portait plus loin que la sienne. J'ai été une moins que rien. Un silence s'est installé. Puis je me suis tournée vers la table du PDG où Gordon Whittaker était assis, son bourbon à moitié aux lèvres. « Mais Gordon, poursuivis-je, quel effet cela fait-il de savoir que cet inconnu contrôle 58% de Vanguard Dynamics ?» Le silence ne s'est pas limité à un simple silence de mort. La pièce a retenu son souffle. J'avais passé des années à bâtir Asher Holdings dans l'ombre, grâce à l'héritage que m'avait laissé mon père, décédé prématurément. J'avais acquis des actions discrètement, patiemment, par le biais de sociétés écrans et de placements privés. J'avais sauvé cette entreprise de la faillite, alors que personne d'autre n'en voulait. Pendant des années, chaque décision importante, chaque promotion, chaque fusion,
Chaque prime était passée par mon bureau, y compris la promotion de Daniel au poste de vice-président senior. Sans oublier le financement relais qui avait rendu possible l'opération décisive de sa carrière, et mon insistance discrète pour que le conseil d'administration privilégie la promotion interne plutôt que d'embaucher ce candidat extérieur prestigieux que tout le monde convoitait. J'avais tout fait sans jamais rien demander en retour, car je pensais que c'était la condition de l'amour. J'avais tort. Le verre de Jacques s'est figé en plein vol. Gordon a pâli. La coupe de champagne de Daniel lui a glissé des mains et s'est brisée sur le sol en marbre. Un bruit sec et définitif. J'ai regardé mon mari une dernière fois. Je ne riais plus. Et à cet instant précis, entouré de gens qui, pendant des années, m'avaient relégué au second plan, j'ai enfin compris. Le meilleur moyen de disparaître, c'est de laisser quelqu'un d'autre s'attribuer le mérite de votre gloire. Le pire, c'est de croire que vous le méritez. J'ai pris mon sac. Je vous recontacterai, ai-je dit à l'Assemblée. Puis je suis sorti de la salle de bal comme j'y étais entré depuis des décennies. La tête haute, le talon bien droit, le sourire disparu. Sauf que cette fois, je ne faisais plus semblant. Cette fois, c'en était fini de m'effacer. C'était le début. Et tout ce qui a suivi, eh bien, c'est la partie que je suis enfin prête à raconter. Ce soir-là, après avoir quitté la salle de bal Valentine, le trajet du retour m'a paru interminable. Les rues du sud de Charlotte étaient calmes, les lampes au sodium baignant tout d'une douce lumière orangée. Je gardais les deux mains sur le volant de la voiture que Daniel ignorait encore que j'avais achetée. Payé comptant, avec un compte à Share Holdings qu'il n'avait jamais vu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas. J'ai crié. J'ai juste conduit, laissant le silence m'envelopper comme un manteau oublié. Quand je suis arrivé au garage, la maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la faible lueur provenant du bureau de Daniel. Il avait dû partir quelques minutes après moi, probablement en enfreignant toutes les limitations de vitesse sur l'I-77 pour arriver avant moi. Je ne suis pas allé le voir. Au lieu de cela, j'ai préparé du thé dans la cuisine. Le bon thé en vrac que je gardais caché derrière les boîtes ordinaires qu'il aimait bien. J'ai porté la tasse fumante à l'étage, dans la chambre d'amis que j'avais discrètement adoptée comme mon propre espace il y a des années. Celle avec le bureau dans le coin, le tiroir verrouillé, la vue sur le jardin que j'avais planté seul. Je suis restée assise là pendant des heures, à fixer le vide, ressentant le poids de chaque petite capitulation. Comme lorsque je mettais mon réveil à 5h30 tous les matins pour que le petit déjeuner de Daniel soit prêt avant son réveil. Des blancs de pliés juste comme il faut, des toasts de la teinte dorée exacte qu'il préférait. Un café noir avec 2 sucres. Comme lorsque j'avais appris à nouer ses cravates alors que ses mains tremblaient. Des présentations importantes, même s'il ne m'a jamais remercié. La façon dont je souriais et acquiesçais quand ses collègues me demandaient ce que je faisais de mes journées, comme si tenir une maison, élever une fille et gérer discrètement un portefeuille d'investissement de plusieurs millions de dollars étaient des passe-temps. La façon dont je me répétais que c'était temporaire. Qu'un jour il me remarquerait. Qu'un jour il dirait « Nathalie, c'est grâce à toi que tout ça fonctionne. » Ce jour n'est jamais venu. À la place, il y avait ces matins où il m'appelait de la chambre. « Nathalie, où est ma cravate bleu marine ?» alors qu'il savait exactement où elle était. 3e tiroir, à gauche, rangé par couleur. À la place, il y avait ces dîners où il me présentait comme ma femme, Nathalie. Elle gère tout pour que je puisse me concentrer sur l'essentiel. À la place, la femme que j'étais a lentement disparu. Celle qui s'était tenue devant un amphithéâtre de professeurs à l'Université de Caroline du Nord et avait présenté un projet de fin d'études qui avait fait dire aux doyens quel était l'avenir de la finance régionale. Celle qui avait reçu 3 offres d'emploi la semaine suivant sa remise de diplôme. Celle qui avait choisi Daniel alors qu'il dormait encore sur un futon et qu'il mendiait de l'argent pour se lancer. J'avais pris le petit héritage que mon père m'avait laissé, juste assez pour démarrer quelque chose de concret. Et je l'avais investi dans le sauvetage de sa société, à 48 heures de la faillite. J'avais agi par le biais de multiples sociétés écrans pour que personne ne s'en aperçoive. Pour que Daniel puisse croire qu'il avait réussi l'impossible tout seul. Parce que je l'aimais. Parce que je pensais qu'aimer, c'était se mettre en retrait pour laisser l'autre avancer. Parce que je pensais qu'aimer, c'était être le vent sous les ailes de quelqu'un au lieu de voler de ses propres ailes. Je me trompais, là aussi. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu ses pas hésitants dans le couloir. Puis un léger coup à la porte de la chambre d'amis.
Nathalie. Sa voix était rauque, comme s'il avait crié dans un téléphone. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris une autre gorgée de thé, j'ai senti la chaleur m'envahir. Puis j'ai dit, très doucement, demain. Il a attendu une longue minute, puis s'est retiré. J'ai entendu la porte du bureau se refermer. J'ai entendu le cliquetis du clavier, frénétique et irrégulier. J'ai entendu l'homme qui s'était moqué de mon humiliation, tentant de comprendre comment le sol avait pu se dérober sous ses pieds. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin de le réconforter. Je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer. Je n'ai rien ressenti d'autre qu'un calme étrange et constant. Ce genre de calme qui s'installe lorsqu'on cesse enfin de prétendre que la cage est un foyer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assise à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir verrouillé et j'ai sorti le dossier que je conservais depuis des années. D'anciens relevés, des documents de mutation, des approbations du conseil d'administration transmises par mon avocat. La preuve que, bien plus longtemps que quiconque ne le soupçonnait, je n'avais pas seulement tenu la maison, mais aussi le pouvoir. Et le lendemain, au lever du soleil, quand l'appel commencerait à retentir, je déciderais précisément quelle part de ce pouvoir j'étais prête à révéler au monde. Le lendemain matin, une pluie fine tambourinait aux fenêtres, le genre de pluie qui rend tout plus lourd qu'il ne l'est. J'ai trouvé Daniel dans son bureau, plongé dans un véritable chaos. Des papiers jonchaient le sol comme des feuilles mortes, 3 ordinateurs portables étaient ouverts sur différents écrans, et des tasses à café vides formaient un rempart autour de son bureau. Ses cheveux étaient en bataille, sa chemise froissée par une nuit blanche. Il leva les yeux à mon entrée, les paupières rougies. « Nathalie, dit-il, la voix brisée sur la 2e syllabe. C'est vrai. Tout. » Je me suis versé une tasse de café qu'il avait préparée. Noir, sans sucre, comme je le préférais quand il n'était pas là pour le remarquer. Je me suis assise en face de lui dans le fauteuil en cuir où j'avais écouté tant de ses explications nocturnes sur les raisons pour lesquelles il avait manqué un autre dîner de famille, un autre événement important. Chaque mot. Ai-je répété. Il m'a tendu une impression. Un document déposé auprès de la SEC montrant qu'Asher Holdings détenait une participation majoritaire dans Vanguard Dynamics. Ses mains tremblaient légèrement. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Nous aurions pu être associés. Imagine ce que nous aurions pu construire ensemble. J'ai posé la tasse de café, la céramique heurtant le bois dans un bruit sourd. Ensemble, ai-je répété. Ce n'était pas une question. J'ai repensé au début de sa start-up, quand elle n'était qu'une idée griffonnée sur des serviettes. À ces nuits blanches passées à faire des projections, à analyser les marchés, à peaufiner son argumentaire. À comment j'avais utilisé l'héritage de mon père, cet argent destiné à mes propres rêves, pour financer le plan de sauvetage qui avait tout sauvé. Et comment je l'avais laissé s'attribuer le mérite, car le voir réussir me suffisait. J'ai repensé aux 2 épreuves que j'avais traversées seule, des années auparavant. La première, alors qu'il était à l'autre bout du pays pour conclure un accord. J'étais assise dans notre salle de bain, en sang, trop effrayée pour l'appeler et l'éloigner. La seconde, lors d'une autre fusion-acquisition, j'avais conduit jusqu'à la clinique, supportant la douleur, expliquant aux infirmières que mon mari était en déplacement professionnel. J'ai repensé aux anniversaires qu'il avait oubliés, aux anniversaires annulés pour des réunions du conseil d'administration, à la façon dont notre fille Sophie avait grandi en voyant son père briller tandis que sa mère s'éteignait. Être ensemble, ça aurait signifié que tu me considères comme ton égale, dis-je finalement. Pas comme une simple investisseuse. Pas comme celle que tu présentes en disant qu'elle a sacrifié ses petits rêves de carrière pour te soutenir. Il tressaillit, mais le désespoir dans ses yeux ne s'estompa pas. C'était comme ça, tout simplement. L'image. Tu sais comment ça se passe dans ce monde. Je me suis adossée, sentant la fraîcheur du cuir contre ma peau. L'image. Murmurai-je. Oui, je connais bien les images. Plus tard dans la matinée, mon avocate, Lorraine Maddox, arriva avec son équipe et leur carton de documents. Elle était la seule à connaître l'étendue des agissements d'Asher Holdings depuis des années. Daniel rôdait dans l'embrasure de la porte tandis qu'il transformait le bureau de ma chambre d'amis en centre névralgique. « L'audit est terminé », annonça Lorraine en étalant les rapports comme une carte des plaies cachées. « Il est exhaustif. » Elle sortit des dossiers,
Des notes de frais gonflées de dépenses personnelles superflues, des contrats accordés à des membres de la famille, des primes empochées alors que des services étaient supprimés. Pas les détails, mais la tendance. Des années à traiter l'entreprise comme un coffre-fort privé, tandis que des gens comme moi restaient dans l'ombre. Le visage de Daniel devint livide. « Nathalie, ça va tout gâcher. » Je le regardais, puis le regardais vraiment. L'homme que j'avais épousé avait été ambitieux, certes, mais aussi bon autrefois. Du moins, c'est ce que je croyais. À un moment donné, l'ambition avait rongé la bonté, ne laissant que la coquille vide du succès. « Tout ce que tu as bâti sur mon silence, » dis-je doucement. « Oui, c'est certain. » Le téléphone sonna en milieu d'après-midi. La voix de Sophie à l'autre bout du fil, aiguë et inquiète. « Maman, papa m'a appelé. Sa voix était brisée. Que se passe-t-il ? Je suis sortie sur le balcon. La pluie, un murmure constant en contrebas. Je lui ai raconté le dîner, les rires, la révélation, HR Holdings. Le fait de posséder l'entreprise qui avait façonné la vie de son père. Un long silence, puis « C'était toi depuis le début. » Pendant qu'il jouait les génies. « Oui. » Un autre silence. Puis sa voix s'est adoucie. « Tu te souviens quand il a raté mon récital pour cette réunion avec un client ? Ou quand il a encore oublié ton anniversaire ? Je l'ai vu, maman. Tout. » J'ai agrippé la rambarde, le métal luisant sous la pluie. « Je suis fière de toi, » a-t-elle dit. « D'avoir enfin choisi de penser à toi. » Après avoir raccroché, je suis restée dehors, laissant la brume se poser sur ma peau. Fière. Ce mot me semblait étranger, comme une langue que j'avais oubliée. Plus tard, ma mère est arrivée à l'improviste, chose qu'elle ne faisait jamais. Elle se tenait dans le hall, ses cheveux argentés impeccablement coiffés malgré le temps, serrant une enveloppe usée. « Tout le club est au courant, » dit-elle en entrant. La femme de Gordon en parlait à voix basse pendant le déjeuner, comme si c'était une surprise. Je la conduisis au bureau. Elle s'assit avec précaution et ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, mes anciens relevés de notes, les lettres d'admission que j'avais refusées, l'offre d'emploi de la banque. « Ça aurait pu être mon début. Je les ai gardés, » dit-elle, attendant le jour où tu t'en souviendrais. Les larmes lui montèrent aux yeux. La femme qui m'avait appris à souffrir en silence, à soutenir sans poser de questions. Ton père aurait voulu plus pour toi. J'aurais dû insister. Je lui pris la main. Tu as fait ce que tu savais. Nous restâmes assises là, deux femmes façonnées par les mêmes attentes silencieuses, reconnaissant enfin le prix à payer. Le soir venu, la maison avait changé. Non pas plus légère, mais plus claire, comme si la pluie avait emporté les faux-semblants. Je parcourus les pièces seules, effleurant les bords des meubles que j'avais choisis, les murs que j'avais peints pendant de longs après-midi. Pendant des années, je m'étais persuadée que c'était ça, l'accomplissement. Dans le calme qui régnait, je ressentis les premiers frémissements de quelque chose d'autre. Ni colère, ni triomphe, juste l'espace nécessaire pour respirer. Me demander qui j'aurais pu être sans ces ombres, réaliser que me retrouver impliquerait d'affronter chaque part de moi que j'avais laissé filer. Et que le plus dur n'était pas la révélation. C'était ce qui suivrait. La pluie cessa le lendemain, laissant l'air vif et lourd de l'odeur de la terre humide. Je m'habillai du tailleur rouge que j'avais acheté des années auparavant, mais jamais porté. Trop audacieux, avait dit Daniel un jour, d'un ton désinvolte qui m'avait blessé plus qu'il ne le pensait. Aujourd'hui, l'audace était exactement ce dont j'avais besoin. Lorraine et moi arrivâmes au siège de Vanguard Dynamics, juste à l'extérieur de Charlotte, un élégant immeuble de verre qui reflétait le ciel matinal comme un miroir. Le hall d'entrée était déjà différent, plus silencieux, plus tendu, comme si le bâtiment lui-même ressentait le changement. L'agent de sécurité à l'accueil leva les yeux, perplexe. « Madame Carter, vous n'êtes pas sur la liste. »« Je ne suis pas une visiteuse, » dis-je en lui tendant ma carte HR Holdings. « C'est chez moi. » L'ascension en ascenseur jusqu'au dernier étage me donna l'impression de remonter le temps, de traverser les strates de mon propre passé. Lorraine transportait des dossiers qui auraient pu ruiner des carrières. Je portais le poids des décisions que j'avais trop longtemps repoussées. La porte de la salle de réunion s'ouvrit sous ma main. 12 membres étaient assis autour de la longue table, le visage tiré, leur tasse de café intacte.
Gordon Whittaker était assis en bout de table, son costume impeccable, mais son regard vide. Je me dirigeai droit vers son fauteuil et me tins à côté. « C'est le siège du président », dit-il d'une voix fluette. « Oui, » répondis-je. « C'est exact », hésita-t-il, puis il rassembla ses papiers et s'écarta. Je m'assis, le cuir s'ajustant sous moi comme un trône que j'avais conquis en silence. « HR Holdings ne se contentera plus de rester dans l'ombre », dis-je, ma voix emplissant la pièce. « En tant qu'actionnaire majoritaire, je prends les rênes. » Gordon tenta de se ressaisir. « On ne peut pas. » Je fis glisser un dossier sur la table. Il atterrit avec un bruit sourd. Détournement de fonds, manquement à ses obligations, contrat passé avec des proches et jamais honoré. Dois-je continuer? Son visage se décomposa. C'est moi qui ai bâti cette entreprise. Non, dis-je calmement. Vous avez hérité d'une entreprise que j'ai sauvée de la faillite et vous l'avez gérée comme votre compte personnel, tandis que d'autres en payaient le prix. Sa démission fut acceptée sur le champ. Sans indemnité, sans option. La sécurité attendait dehors. 2 gardes dont les heures de travail avaient probablement été réduites. Pendant que les cadres dînaient aux frais de l'entreprise, ils l'escortèrent sans un mot. L'atmosphère se tendit, l'air devint lourd. Les membres restants échangèrent des regards, attendant le prochain coup dur. Il nous faut une véritable recherche pour trouver un nouveau dirigeant. L'un d'eux suggéra d'évaluer les candidats. Inutile, dis-je. Elena Ruiz assurera l'intérim au poste de PDG. Des protestations fusèrent. Elle est responsable des opérations. Aucune expérience de direction. Elle dirige efficacement cette entreprise depuis des années, rétorquai-je, tandis que vous vous concentriez sur les avantages. La porte s'ouvrit et Elena entra, digne, dans un simple tailleur gris, avec l'autorité tranquille de celle qui avait mérité chaque étape de son parcours. Elle exposa son plan, réduire les effectifs superflus au sommet, investir dans les employés en dessous, promouvoir au mérite et non aux relations. Voilà ce que c'est que la compétence, dis-je lorsqu'elle eut terminé. Tu as juste oublié à quoi ça ressemble. Dans l'après-midi, les changements se propagèrent. Un signalement anonyme, protégé par la loi, atterrit dans les boîtes mail de toute l'entreprise. Des détails sur les excès, le favoritisme, les coupes budgétaires qui frappaient le plus durement les plus faibles. Les canaux Slack s'enflammèrent de témoignages refoulés depuis des années. Harcèlement ignoré, idées volées, femmes négligées. Jacques fut le premier à tomber. Des images de vidéosurveillance firent surface. Je n'avais pas le droit de les diffuser, mais la vérité finit toujours par éclater. Le soir venu, il était parti, CV en main. L'homme qui m'avait traité de moins que rien, désormais confronté à sa propre disparition. Daniel appela ce soir-là, sa voix faible au bout du fil. « Nathalie, s'il te plaît, annule tout ça. » Je restai debout à la fenêtre de la cuisine, regardant les ombres du jardin s'allonger. « As-tu cessé de rire quand ils se sont moqués de moi? Nous as-tu défendu à ce moment-là? » Silence. « Alors j'aurais dû. » « Oui, je t'ai dit que tu aurais dû. » Nous avons raccroché sans dire au revoir. Plus tard dans la semaine, l'Assemblée générale des actionnaires a été reprogrammée aux Valentines. Ironie de leur part. Ils pensaient que le terrain familier serait un atout. J'ai laissé faire. Je suis monté sur scène dans mon tailleur rouge. La même salle où ils avaient ri. Maintenant remplie de visages tendus, employés, investisseurs, quelques journalistes. Je m'appelle Nathalie Carter, ai-je commencé, et par le biais d'HR Holdings, je contrôle cette société. Des diapositives ont défilé derrière moi. La participation, les abus, le graphique des bonus par rapport au licenciement. Des murmures se sont élevés, les téléphones ont enregistré, c'était effectif immédiatement. Nous reconstruisons, ai-je dit. Nouvelle direction, nouvelle valeur. Un journaliste a posé une question sur Daniel. Nos regards se sont croisés à travers la salle. Il s'était glissé au fond. Il a démissionné, ai-je dit en le fixant droit dans les yeux. Sans indemnité. Sans référence. L'enquête a révélé qu'il avait profité du système tout en feignant l'ignorance. Il s'est levé, a tenté de partir discrètement, mais l'atmosphère s'est enflammée. Des téléphones ont sonné. L'homme qui avait bâti son image sur mon silence a enfin été démasqué.
Alors qu'il atteignait la porte, j'ai ajouté. Il ne s'agit pas seulement de fin, mais aussi de commencement. J'ai annoncé l'initiative l'ARC, des fonds pour les femmes marginalisées, des bourses, du mentorat. Pour celles à qui l'on avait dit que leur rêve était secondaire. Les applaudissements ont d'abord fusé, puis se sont intensifiés. La femme de Gordon s'est approchée plus tard, les larmes aux yeux. J'avais moi aussi un diplôme. J'ai disparu. Tu n'as plus à le faire, lui ai-je dit. En sortant ce soir-là, l'atmosphère était plus légère. Ce revirement n'était pas une vengeance, mais une reconquête. Mais même lorsque tout s'est effondré, j'ai ressenti la douleur sourde du prix à payer. Le pouvoir, une fois acquis, change tout, y compris vous. 6 mois plus tard, l'air s'était rafraîchi, annonçant les premières couleurs de l'automne. Les feuilles, à ma fenêtre, passaient du vert à l'or. Vanguard Dynamics semblait désormais bien différent. Elena m'accueillit dans le hall, sa présence rassurante et assurée. 40% de croissance, annonça-t-elle en me guidant à travers les couloirs où vibrait une énergie nouvelle. Et nous y sommes parvenus grâce à des politiques qui placent l'humain au cœur de leurs priorités. Congés familiaux, promotions équitables. L'étage de la direction avait été entièrement repensé. Les murs affichaient désormais les témoignages des véritables bâtisseurs. Un promoteur immobilier d'Atlanta qui avait rationalisé les opérations, une mère célibataire de Raleigh qui avait mené un projet novateur. L'ancien bureau du PDG. Un espace pour les jeunes parents, son imposant bureau reconverti en un aménagement pratique. C'est toi qui as lancé tout ça, dit Elena en me tendant un dossier de notes d'employé. Il voulait que tu le saches. J'en ouvre une pour la première fois. Je me sens enfin reconnue. Merci d'avoir redéfini le succès ici. Je n'avais pas tout construit seul, mais allumer cette première étincelle, la voir se transformer en quelque chose de concret, c'était comme guérir une partie de moi-même que j'avais longtemps ignorée. Le printemps apporta la remise des diplômes de Sophie. Arrivée en avance, je pris place près de l'autel. La foule se remplissait, les familles murmurant de fierté. Puis j'aperçus Daniel au bord de l'estrade, le regard rivé sur la rose. Il paraissait plus petit, plus mince, son costume était un modèle prêt-à-porter, ses cheveux étaient entièrement gris. Nos regards se croisèrent. Il hésita, puis s'approcha. Nathalie, Daniel. Il désigna le siège vide à côté de moi. J'acquiesçai. Nous restâmes silencieux jusqu'à ce qu'il prenne la parole. Je vois un thérapeute 2 fois par semaine. Il fixa ses mains. Ni alliance, ni montre. Je comprends maintenant. Ce que je t'ai pris, pas seulement le mérite, ton être tout entier. Ces mots résonnèrent en moi. Je ne ressentis aucun élan de pardon, aucune chaleur persistante, juste la douce reconnaissance qu'il avait enfin compris ce que j'avais porté seul. Je suis contente que tu fasses des efforts, dis-je en me retournant vers la scène. Après la cérémonie, Sophie nous trouva. Elle me serra fort dans ses bras, puis se tourna vers son père avec un mélange de lassitude et d'attention. Plus tard, elle me confia qu'il avait accepté un poste subalterne dans une petite entreprise voisine, un poste de débutant, et qu'il prenait le bus pour aller travailler. L'homme qui avait jadis imposé sa présence connaissait désormais la douleur de recommencer à zéro. L'été arriva, et avec lui la première réunion des initiatives LARC au Ritz-Carlton. La salle se remplit de femmes dont les histoires faisaient écho à la mienne. Des rêves reportés, des talents mis de côté, des voix étouffées. L'une d'elles s'avança vers le podium, la voix claire. J'étais ingénieur, puis juste une maman. Cela m'a donné les outils pour reconstruire. Une autre dit, mon idée est restée dans un tiroir pendant des années. Maintenant, elle est brevetée et bientôt lancée. Leurs triomphes n'étaient pas les miens, mais je les sentais liés, comme des fils qui retissaient le tissu que j'avais laissé s'effilocher. Vous nous avez donné la permission, dit l'une d'elles après coup, d'exister au-delà des rôles. Un soir d'août, je me retrouvais seule à la maison, le silence résonnant dans les pièces. Daniel avait signé les papiers sans broncher, laissant tout derrière lui. Sophie était partie tracer son propre chemin. Les cercles sociaux que je fréquentais autrefois s'étaient dissous. Les chuchotements au club s'étaient mués en distance. Je me suis versé un verre de vin d'une bouteille que j'avais gardée. Debout à la fenêtre donnant sur le jardin, j'entendais le doux murmure de la fontaine. Des roses s'épanouissaient, sauvages, maintenant que je les entretenais moi-même. J'étais libre, riche,
puissante et pourtant complètement seule. Les liens que j'avais tissés étaient liés au monde de Daniel. Sans ce rôle, je flottais dans un espace que j'avais revendiqué, mais que je ne savais pas encore comment occuper. Pourtant, alors que l'aube se levait, dorant les pièces vides d'une douce lumière, je repensais à cette nuit de bal, au rire, à ce mot, personne. Le moment où j'avais choisi de me lever, le prix avait été élevé, l'isolement là où régnait autrefois l'illusion. Mais en regardant l'horizon, un verre à la main, je savais que je referais ce choix. Car être seul dans la lumière vaut mieux que de disparaître dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Parfois, tout perdre n'est pas la fin. C'est le début du choix de soi. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.